Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un projet qui pourrait bien redéfinir notre interaction avec le numérique. OpenHuman.ea. Bonjour. Oui, l'idée de base, c'est un peu un App Store pour les humains numériques. C'est ça, on ne parle pas d'un simple chatbot, mais d'un assistant virtuel qui serait unique, qui nous suivrait partout. Sur tous nos appareils, oui, avec une seule mémoire, une seule et même personnalité. Et pour en discuter, on a une pile de documents assez intéressante. Des visions produits, des propositions de recherche et même des schémas d'architecture. Notre but, c'est vraiment de décortiquer cette vision. Est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce qu'on est vraiment à l'aube de quelque chose de nouveau? C'est la question. Ce qui est frappant, je trouve, c'est que les sources affirment qu'on a déjà presque toutes les briques technologiques. C'est vrai, on a l'intelligence, le cerveau, grâce aux grands modèles de langage, comme ChatGPT. On a la voix avec des outils comme Eleven Labs qui sont bluffants de réalisme. Et on a l'apparence. Les visages 3D photoréalistes en temps réel, avec des outils comme MetaHuman, c'est quasiment acquis. Donc le cerveau, la voix, le visage. Les trois piliers sont là. On pourrait penser que le puzzle est complet. C'est ce que je me suis dit aussi. On a l'impression que tout est prêt. Mais les documents insistent sur un point. Il manque la pièce maîtresse, le vrai défi qui bloque tout. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qui peut bien manquer? Ce qui manque en fait, c'est le goulot d'étranglement final. Le mouvement. Le mouvement. Oui, la question, ce n'est plus de savoir quoi dire ou à quoi ressembler. C'est comment bouger de manière naturelle en parlant. D'accord. Comment synchroniser les gestes, les expressions du visage avec la parole, les émotions? Exactement. Et tout ça en temps réel, sans avoir l'air d'un robot. C'est le vrai défi. Ça paraît simple, dit comme ça, mais ça doit être d'une complexité folle. C'est abyssal. Pensez à ça. Un geste ne correspond pas à un mot. L'émotion, l'intonation, la personnalité, tout influence le langage corporel. C'est ça que l'IA doit générer. Et la capture de mouvement, la mocap des jeux vidéo, ça ne marche pas pour ça? Non, c'est une solution qui n'est pas adaptée. La mocap, c'est parfait pour rejouer un script, quelque chose d'enregistré. Mais une IA, elle doit improviser en permanence. Elle doit générer un mouvement unique pour chaque phrase? Voilà. Elle ne peut pas juste piocher dans une bibliothèque d'animation. C'est pour ça que la plupart des avatars 3D actuels sont soit figés, soit très répétitifs. Ils n'ont pas d'âme, quoi. D'accord, je vois. Ce défi technique a donc créé un vide immense sur le marché. C'est ce que les documents mettent en avant, oui. Ils identifient 3 gros manques. Premièrement, il n'y a pas de place de marché centralisé, pas d'App Store pour ces humains numériques. Deuxièmement, les créateurs, artistes 3D, développeurs, n'ont aucune plateforme pour vendre et monétiser leurs créations. Et troisièmement, pour l'utilisateur, on est coincé avec des expériences fragmentées. L'assistant du téléphone est différent de celui de la voiture. Rien n'est connecté. L'analogie qu'ils utilisent est assez juste, je trouve. On a l'App Store pour les applications, Shopify pour le e-commerce, Steam pour les jeux. Mais un désert pour les humains numériques. Et c'est ce désert qu'OpenHuman.ea veut transformer en écosystème. Exactement. La solution qu'il propose, c'est une place de marché ouverte, construite sur 3 piliers. Les créateurs, la plateforme et les utilisateurs. Avec un modèle économique qui a fait ses preuves. 70% des revenus pour le créateur, 30% pour la plateforme. C'est un modèle qui incite à créer. Bah oui, c'est un choix stratégique. Ils ne parient pas sur leur capacité à créer le meilleur humain numérique eux-mêmes. Mais sur leur capacité à attirer les milliers de créateurs qui le feront. C'est un pari sur l'écosystème. Tout à fait. Alors, décomposons ça. Si je suis une créatrice, qu'est-ce que je dois apporter concrètement? Est-ce que c'est réservé à des gros studios? C'est une excellente question. Et c'est là que leur approche est intéressante. Un créateur doit fournir 3 choses. D'abord, la personnalité. En fait, c'est un point d'accès à un LLM qui gère le dialogue. D'accord. Ensuite, l'apparence. Le modèle 3D du visage, du corps. Et enfin, le comportement qui définit les règles liant émotion et gestes. Ça semble quand même assez technique. Ça l'est, mais pour démocratiser ça, OpenHuman prévoit de fournir une suite d'outils gratuits. Pour abaisser la barrière à l'entrée. C'est ça, il propose une bibliothèque d'éléments de base, des modèles de corps, des squelettes compatibles avec les standards comme ARKit et les 52 expressions faciales de base, les fameux Blend Shapes. Donc, on n'est pas obligé de partir de zéro. Exactement. Il prévoit même un Creator Studio accessible sur le web. Un éditeur 3D, des outils pour les textures, les animations. Et pour adapter un visage personnalisé.
Ils intègrent des outils comme ZWrap RDS, qui permet en gros de coller un visage scanné en 3D sur leur modèle de base. Le but, c'est qu'un artiste indépendant puisse rivaliser avec un grand studio. D'accord, donc le créateur fournit le corps et la personnalité. Mais qui fournit l'âme, c'est-à-dire le mouvement crédible? C'est là qu'OpenHuman, la plateforme, intervient. Précisément, c'est le cœur de leur proposition. Leur infrastructure repose sur 4 piliers. Le premier, c'est la place de marché elle-même. Logique. Le deuxième, et c'est la clé de voûte, c'est leur moteur de synthèse de mouvement par IA. Ok, donc ils affirment avoir résolu le problème du mouvement, le fameux goulot d'étranglement. C'est une affirmation énorme. C'est une très grosse affirmation. Comment ça marche concrètement? D'après les documents, ce moteur analyse le texte, l'audio de la voix et l'émotion pour composer en temps réel un mouvement unique et adapté. Ils ne piochent pas dans une banque d'animation donc. Pur. Il apprend les règles du langage corporel et génère un mouvement original à chaque fois, le tout avec une latence de moins de 50 millisecondes. C'est ce qui fait la différence entre une marionnette et un être qui semble vraiment habiter ses paroles. C'est exactement ça. Le troisième pilier, c'est le système de synchronisation de contexte. Et le quatrième, ce sont les SDK multiplateformes pour intégrer ça partout. iOS, Android, web. Attends, revenons sur ce système de synchronisation de contexte. En lisant les notes, j'ai eu l'impression que c'était peut-être ça, la véritable innovation de rupture. Je pense que tu as mis le doigt dessus. C'est leur avantage concurrentiel le plus important. Plus encore que le mouvement réaliste? Oui. Concrètement, ça veut dire que plein d'informations sont synchronisées en temps réel, en moins de 100 millisecondes, entre tous appareils. Et la liste est assez folle. On ne parle pas juste de l'historique de la conversation. Ça inclut les préférences apprises, le contexte de localisation, l'état émotionnel, les tâches en cours. C'est bien plus ambitieux que ce qu'on imagine. Ça change complètement la donne. Pour que ce soit moins abstrait, les documents décrivent une journée type avec un assistant nommé AIM. Oui, c'est le meilleur moyen de saisir l'ampleur de leur vision. Allons-y, je veux voir à quoi ça ressemble. Parfait. 7 heures du matin, à la maison. AIM apparaît sur un miroir intelligent. Sur le miroir, d'accord. Elle salue l'utilisateur, suggère un petit déjeuner basé sur ses préférences, et en même temps sur l'ordinateur, elle affiche un rappel pour une réunion à 9 heures. Déjà là, c'est mieux que tout ce qu'on a aujourd'hui. 2 appareils, le même assistant, le même contexte. Exactement. 8 heures, trajet en voiture. Aimée apparaît sur l'écran du tableau de bord. Elle donne des alertes trafic et, surtout, Elle continue la conversation du matin. Aimée, elle continue la conversation sur la liste de courses. Pas de rupture. Et c'est ça le point clé. Mon assistant actuel ne se souvient même pas de ce que je lui ai demandé il y a 30 secondes. Cette continuité, c'est ce qui manque à tout. On continue. 9 heures, au bureau. Sur l'ordinateur, Aimée affiche les 3 tâches prioritaires du jour. Le contexte a changé, elle est passée en mode travail. Elle s'adapte. À 12h30, pause déjeuner. L'utilisateur est à un arrêt de bus. Il sort son téléphone. Aimée, consciente de sa localisation et de ses goûts, lui suggère un restaurant de feu à 200 mètres. C'est impressionnant. Mais l'exemple qui suit est encore plus fou, je trouve. Ah oui, celui du supermarché à 18h. C'est ça. L'utilisateur scanne un code QR sur une borne publique. Et Aimé apparaît sur le grand écran du kiosque. Avec la liste de courses, qu'elle met à jour en temps réel. Une seconde. C'est technologiquement bluffant, mais l'idée qu'un assistant IA me suive sur un écran public en ayant accès à mes données, c'est à la fois incroyable et un peu effrayant, non? C'est la question la plus importante. Est-ce qu'ils abordent ça? Oui, ils l'abordent. Ils insistent sur plusieurs points. Chiffrement de bout en bout, conformité RGPD, et un principe clé. L'utilisateur reste propriétaire de ses données. Et pour un appareil public comme cette borne? Il y aurait un mode privé qui limite les informations partagées. Maintenant, est-ce que ces garanties sont suffisantes? C'est le grand débat. Mais au moins, le problème est identifié dans leur architecture. C'est rassurant de voir que c'est une préoccupation centrale. Alors, pour finir la journée d'Amy, Le soir, 20 heures, retour à la maison. Amy accueille l'utilisateur sur l'écran de la Smart TV. Elle suggère des films, peut en discuter après. le bilan de la journée Amy, le même assistant, la même Amy, sur plus de 7 appareils, avec un contexte continu et un passage d'un support à l'autre en moins de 2 secondes. C'est ça la promesse. Alors, en supposant qu'ils réussissent à gérer les questions de vie privée, quelle est la vision à long terme? Ça va bien au-delà d'une simple application. La phrase qui résume leur ambition est citée dans les documents. Dans 10 ans, les gens n'interagiront plus avec des applications, mais avec des êtres. C'est une affirmation colossale.
Leur but, c'est de devenir le système d'exploitation de cette nouvelle génération d'interactions. Et l'architecture technique qu'ils décrivent, elle tient la route pour une ambition pareille? Sur le papier, oui, ils parlent d'un Central Context Store, avec des bases de données distribuées à l'échelle mondiale, comme Cassandra ou MongoDB, pour garantir cette synchro quasi instantanée. Et les intégrations? Ils prévoient des API ouvertes pour se connecter à nos outils, Notion, Slack, Google Calendar. L'idée est qu'ils ne vivent pas dans une bulle. Donc, pour résumer, ce n'est pas un simple créateur d'avatar ni un chatbot plus joli. Ce qu'OpenHuman.ai essaye de construire, c'est Toute l'infrastructure. la place de marché, le moteur de mouvement, la mémoire synchronisée, tout ce qui est nécessaire pour permettre l'émergence d'une nouvelle économie. Ils construisent les routes en quelque sorte. C'est la bonne façon de le voir. Ils construisent les routes, les ponts et les règles de circulation pour cette nouvelle économie numérique. Ce qui nous amène à la réflexion finale. On a parlé des technologies, du marché, des risques, mais cette transition qu'ils décrivent, des applications vers des êtres, Oui. qu'est-ce que ça implique pour nous au quotidien? Quand notre principale interface numérique a un visage, une personnalité et une mémoire infaillible de tout ce qu'on lui a dit depuis des années, C'est une excellente question. quel type de relation est-ce qu'on développe avec ça? Ce n'est plus un simple outil, c'est autre chose. Et la nature de cette autre chose, c'est peut-être la plus grande question que ces documents laissent en suspens.